Non, je n'ai pas mis la mousse. On verra bien s'il y a des interférences, des parasites. Je verrai bien la différence. Donc, on s'en était arrêté là, avec les oxydases catalases. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, par rapport à hier, aux explications que j'avais faites? Oui, bien sûr, j'aurais pas revoir. Donc, dans les peroxysomes, je ne sais pas qui a donc à vos souhaits, à tes souhaits. Oui, Rémi. C'était pour savoir, du coup, pour les réactions, du coup, on les apprend en chimie ou on les apprend en sciences? Non, là, les réactions, on les apprend que sous ce format-là, pour celle-ci. Donc, les oxydases qui sont présentes dans les peroxysomes vont avoir pour rôle de détruire une partie des molécules toxiques, nocives, d'accord, grâce à l'oxygène. Alors, il y a des enzymes, bien évidemment, dont on vous passe le nom. Des enzymes plus spécifiques, hein, parce que les oxydases, c'est une grande famille. Donc, on prend ce métabolite, donc, peu importe, c'est une molécule toxique. On y rajoute de l'oxygène et sous l'effet de l'enzyme, on va avoir un produit qui apparaît et de l'eau oxygénée. Cette même eau oxygénée va être réutilisée avec d'autres substrats pour donner lui aussi des produits à évacuer de la cellule et de l'eau. Est-ce qu'on est bon? Allez. Donc on continue. Rôle majeur des oxydases, dégradation, d'accord, et catalase, détoxification. Parce qu'on dégrade, mais le problème c'est qu'en dégradant, on va intoxiquer la cellule avec de l'eau oxygénée. Et du coup, on va avoir les catalases qui vont arriver à détoxifier la cellule de cette eau oxygénée. Donc ça, il faut avoir toute la diapo en tête. Je vais essayer d'ouvrir la porte là-bas quand même pour essayer de faire un peu d'air. Ça fera ce que ça fera. Oui. Alors, c'est pas que je le mets plus, c'est que, en fait, en plus j'en étais en train de discuter ce midi avec Madame Lebourg, il y a 2 ans, il a fallu que je reprenne tout le cours. Sauf qu'en reprenant tout le cours, j'ai aussi repris parfois des choses qui ne m'appartenaient pas, qu'il a fallu que je remanipule, et il y a eu des manquements sur à retenir. Mais ça, du coup, à retenir, effectivement. Oui, Pauline. J'ai une question, à la fin des cours, vous mettez toujours objectif Oui. avec plusieurs choses qu'il faut qu'on sache. Du coup, ça, on peut se baser dessus pour savoir ce Bien sûr. ça va tomber. Bien sûr. Donc, en voyant bien les objectifs, on sait vraiment ce qu'il faut apprendre par rapport à ces objectifs. Tout à fait. Tout à fait. Pas dessus, on s'en fiche. Voilà. Ce qui n'est pas dessus, ça va être pour la compréhension des objectifs, finalement. Voilà. Mais oui, oui, oui. Donc là, par exemple, quand on dit connaître les fonctions, il n'y a pas, voilà, il faut se baser là-dessus. Il faut que vous connaissiez les fonctions. C'est bien parce qu'une fois qu'on a un micro, on comprend pourquoi les humoristes et autres, quand ils sont sur scène, ils boivent tout doucement. Parce que sinon, le bruit que ça fait, c'est horrible. Ouais. Bon, je m'en moque, hein, ça je le couperai. Mais ouais. Ah, vous entendez. Voilà. Alors, Annabelle. T'as les jambes qui sont... Non.
Non, je te demande parce qu'en fait, il y a des tables où il y a une barre transversale. Et ça, ouais, quand on a des grandes jambes, ouais, c'est plus embêtant. C'est juste que j'aime bien bouger avec la table. C'est pas grave. Tu ne fais qu'un avec ta table et puis... Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'il y a besoin que je revienne sur une notion? Est-ce qu'il y a besoin d'explication ou pas? Ça, c'est juste ce qu'on vient de dire finalement, avec quelques petites précisions, c'est-à-dire dégradation des acides gras, acides aminés, des protéines, et détoxification. Ça va être pour l'alcool, certains médicaments et aussi l'eau oxygénée. OK? Je vous laisse le temps de noter. Hein. Je vois que vous êtes en train. Je vous laisse le temps de noter. C'est bon, t'as retrouvé la page? Oui, ça c'est chapitre 5, ça je pense. 4 ou 5 celui-là? Non, parce que justement, en gros, c'est 4. Donc 5, oui. Ah oui. 5, c'est la mitochondrie et peroxysome. Ça fait les deux. On est OK? C'est bon pour tout le monde? Tous ceux et celles qui notent, c'est bon? Ouais, Amine, c'est bon. Joris, c'est bon? Allez, on avance. Petite activité de synthèse, certains acides biliaires, d'accord, à partir du cholestérol. Alors je vous passe le nom des acides biliaires. Et synthèse de phospholipides spécifiques. Si vous n'avez pas en tête le nom de plasmalogène, c'est pas grave. D'accord? Au moins, sachez qu'il y a des phospholipides spécifiques qui sont créés dans le peroxysome. Donc si vous vous souvenez de hier, quand je disais que ça provient des canalicules du réticulum endoplasmique lisse, mais c'est pas pour rien, hein, on a vu qu'il y avait cette activité de synthèse aussi dans le réticulum lisse. D'accord? Alors, les acides biliaires à partir du cholestérol, habituellement c'est du cholestérol plus un sucre bien particulier. Alors il y en a deux, l'acides biliaires. Est-ce que vous en avez parlé dans la physiologie digestive ou pas? Oui. Donc vous savez que c'est fabriqué par le foie, que c'est utilisé pour émulsionner les lipides alimentaires et qu'on les récupère avec. Donc le cholestérol, vous ne pouvez jamais, très très peu, vous en débarrasser. Ça reste. Est-ce que c'est bon? N'écrivez pas tout. Oh. On voit que vous n'avez pas ou plus l'habitude de prendre de notes. Ça, en notes, ça va très très vite, hein? Ça, avec donc, fonction principale, hop, synthèse acide biliaire, synthèse phospholipide spécifique. Après, pour relire ça quand je travaille. Comment? Après, pour relire ça en révision, c'est pas pratique. Ben, c'est votre propre écriture, hein. Attention. Oui. Moi, c'est mon écriture à moi. Quand je prends les notes, ça donne ça en fait. Vous voyez un peu, c'est condensé. Après, je suis d'accord avec vous, mais Ah non, mais chacun prend ses notes comme il veut. Attention, hein, c'est pas. quand même, enfin, du coup, on retient juste que c'est acide biliaire et phospholipide. Ah oui, il faut phospholipide spécifique. Pas qui est très riche en les graines de Non. Non, c'est pour ça, quand je vous ai dit plasmalogène, ça, je m'en moque. D'accord? Tout ce que je veux que vous ayez en tête, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc là, voilà. Vu que vous avez votre support de cours, alors pas forcément avec vous bien sûr, mais vu que vous avez le support de cours,
Le but, quand vous prenez les notes, c'est soit vous prenez les choses qui ne sont pas écrites, bien sûr, ou sinon, si vous voulez prendre, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Essayez de faire de la synthèse déjà quand vous allez prendre, parce que c'est pas pour le temps qu'on y passe, il n'y a pas de problème hein, sur ça, mais c'est juste pour vous. Après, tout réécrire, vous allez commencer à fatiguer. Et Dieu sait si vous fatiguez au bout d'un moment. Oui. Je sais pas. J'espère qu'elle va revenir, je sais pas. Ce matin, c'est vrai que comme je n'étais pas avec vous, je sais pas si elle était pas bien, si... Bon, on verra bien si elle revient tout à l'heure. Vous avez qui tout à l'heure, à 15h? Madame Balthazar. J'espère qu'elle va revenir, je crois qu'il y en a. Hein. Parce qu'il y a, oui, en plus, il y a son sac et tout. Là. Non, ça c'est le mien. Ah, c'est le tien, ok. Non, il y a juste son iPad avec son chargeur. Ok, bon, bah écoute. On verra. Je pense qu'elle a vraiment mis parce qu'il était cher, il était branché. Bon, bah, s'il est oublié, on le mettra dans le bureau et puis on le rendra quand elle reviendra. Hein. Oui, Joris. À partir du cholestérol, principalement dans le foie, c'est pas... Oh, c'est dans le foie, hein. Non, même pas. C'est vraiment synthèse d'acide biliaire, point. Après, ça sous-entend que vous savez que ça se passe dans le foie, vu que vous l'avez fait en physio. Mais moi, le jour J, si je vous demande les fonctions principales des peroxysomes, synthèse d'acide biliaire, ça me va, sans problème. D'accord? Ah, on continue. Donc, vous voyez, pour info, celui-ci, donc pathologie liée au peroxysome, vous ne le verrez pas, vous, à la pharmacie, clairement, parce que c'est très, très, très rare. Syndrome de Zellweger, ça implique un retard mental, mais peu importe. Donc, vous, si vous avez tout ça, on est bon. Bah, concrètement, c'est en détail, hein, attention, hein, c'est bien écrit, les structures d'une mitochondrie. Et ensuite, c'est les fonctions, composition d'un peroxysome, fonction d'un peroxysome. Il n'y a rien de bien méchant là-dedans, si ce n'est que ça fait plusieurs slides à chaque fois. Surtout la structure des mitochondries. Ouais. Et on est bon. Alors, on va pas attaquer la bioche parce que j'avais prévu de faire le noyau dans la foulée. La biochimie, je vais laisser Madame Balthazar, je pense, faire la biochimie la semaine prochaine. Oui. Semaine prochaine. Oui, non, mais je décalerai d'autant s'il faut, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème, ça. À partir du moment où je vous ai dans les deux, c'est pas un problème. Allez. Le noyau, vous allez voir, c'est relativement court. Donc on fera, je pense, encore d'autres choses. Sauf si vous avez des questions, bien évidemment, durant. Le noyau, vous l'avez à la séance de hier, je pense. Le cours. Vous devez l'avoir dans la séance de hier. Parce que j'avais mis, il me semble, peroxysome et... Enfin, mitochondrial peroxysome et noyau. Non, il est pas CC. Non. Mais du coup, on aura aussi celui-là là? Non. Ah non, c'est celui qu'on doit faire d'avant. Mitochondrie, peroxysome. Non, par contre, le système endomembranaire, oui. Oui, glucides, cytosquelette, jonction et système. Lucide, c'est avec biochimie. Oui. Donc oui, vous aurez tout ça au prochain CC. Et les deux, ils sont la semaine, la première semaine après les vacances. C'est ça. Alors non, parce qu'il faut qu'on ait quand même la place aussi de faire tout ce qui est acide nucléique en bioche. Comment? Non, là pour le coup, il faut vraiment que vous fassiez les deux en même temps parce qu'il faut que vous arriviez à gérer votre temps. Parce qu'au partiel, vous allez avoir les deux, il n'y aura pas le choix. Donc il faudra que vous arriviez à gérer votre temps sur les deux parties, bioche et biocell. Donc ça prend du temps, ça prend 40 minutes du coup de faire ce CC, mais il faut le faire. Donc il va être conséquent. Alors conséquent, pas forcément, il ne sera pas beaucoup plus conséquent que celui que vous avez fait en biocell plus celui que vous avez fait en bioche. Il ne sera pas forcément beaucoup plus conséquent. Mais par contre, il faudra gérer le temps. C'est-à-dire que s'il y a des choses, vous vous dites « Ah, biocell, c'est bon, la question, là, ouais, c'est bon, ça je sais. » Il va falloir que vous gériez votre temps autrement. Donc le noyau. Chapitre 6. Donc nous, on va voir la structure du noyau, bien évidemment. Et on va aussi avoir un petit
un petit chapitre, enfin un petit paragraphe sur le génome nucléaire, et en l'occurrence les chromatines et chromatides. Donc généralité, à savoir que c'est délimité par une enveloppe nucléaire qui est percée de pores nucléaires. Et que c'est présent dans toutes les cellules sauf les globules rouges. Les plaquettes ne sont pas des cellules en soi. Et kératinocytes superficiels, ben en fait, comme ce sont des cellules mortes, il n'y a pas de noyau. Kératinocytes superficiels, c'est tout ce que vous pouvez avoir de peau, d'accord? Quand vous frottez un peu, vous pouvez faire ça, vous les enlevez. C'est pas le souci. On a un seul noyau par cellule, sauf dans les fibres musculaires où il y en a beaucoup plus. Taille moyenne d'un noyau, alors attention, c'est vraiment moyenne. 6 microns, je dis bien c'est vraiment moyen parce que la taille d'un globule rouge c'est déjà 8. Et le rapport entre le noyau et le cytoplasme, ben, ça varie en fonction du type de cellule et de l'âge de la cellule. Si c'est une cellule jeune, entre guillemets, c'est-à-dire non différenciée, ça va être très élevé, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de volume de cellules, donc de cytoplasme que de noyaux. Et par contre, faible pour les cellules différenciées parce que le noyau, lui, va être de plus en plus imposant. Structure de ce noyau. Donc l'enveloppe nucléaire, encore une fois, on le dit, elle est percée. Et il faut avoir en tête qu'elle possède tout ça. Membrane interne, externe, espace périnucléaire. Donc espace périnucléaire, c'est l'espace entre les deux membranes, finalement, du noyau. Ça ressemble à quoi, dit comme ça? Le fait qu'il y ait une membrane interne, externe et un espace, ça ressemble à quoi? Alors, à quel type de membrane ça ressemble, plutôt? Ma question va être plus... Avec un espace entre les deux? Ouais, il y a un système avec un double membrane et un espace entre les deux? On l'a vu hier. Oh, la mémoire immédiate, elle est... Mitochondries. Les mitochondries sont faites de la même façon. D'accord? La membrane externe, elle est en continuité avec celle du réticulum granuleux ou rugueux, recouvert à sa face intérieure par la lamina, peu importe. La lamina, en fait, c'est du tissu de soutien que vous avez à l'intérieur. Et à côté, vous voyez, vous avez le centrosome. Vous vous souvenez, ces microtubules? Donc là, c'est juste pour vous présenter une première présentation avec les deux espaces. Maintenant, on va un peu plus dans le vif du sujet. Donc là, on vous montre une vue 3D d'une cellule. Alors une illustration plutôt 3D d'une cellule avec le noyau en plein milieu. Ici, la même illustration un poil plus précise où on voit les pores nucléaires et on voit bien la continuité avec le réticulum. On voit la lamina là, qui est en noir tout autour pour soutenir. Et maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc le noyau, la membrane du noyau, vous voyez, c'est juste avoir en tête que c'est deux membranes, un espace entre les deux et des trous, des pores finalement qui permettent de communiquer avec l'extérieur. Le noyau en lui-même, de quoi est-il composé? De chromatine à l'intérieur, donc c'est l'ADN avec des protéines histones et non histones. Alors protéines histones et non histones, on ne va pas aller voir la structure des protéines en elles-mêmes, sachez juste que ce sont des protéines qui permettent de faire finalement une espèce de collier de perles. Alors collier de perles, je prends ma protéine histone, je vais entourer l'ADN autour, et dites-vous que je fais ça de temps en temps. Donc en fait j'ai des bouts d'ADN qui sont seuls, et j'ai de l'ADN sinon qui s'entoure autour de ces histones. Alors
Pourquoi ça fait ça? Parce que au fur et à mesure, on va compacter. Plus je vais avoir d'histones proches et je vais torsader ma molécule, plus je vais la compacter, la comprimer. D'accord? Donc dedans, enfin, dans le noyau, on a la chromatine et les chromosomes. Les chromosomes, eux, ils ne sont visibles qu'en mitose et j'ai envie de dire qu'en métaphase. Invisibles en interphase, parce que du coup on ne voit juste que la chromatine, qui est l'espèce de flux qu'on a à l'intérieur. On peut avoir des nucléoles, qui sont des pôles bien particuliers, on va en parler, et le nucléoplasme, dans lequel vont baigner tout ça. Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Elena. On dit qu'elle est visible en mitose, elle est visible en métaphase du coup. Ouais, alors en métaphase, elles sont bien visibles. Donc en métaphase, c'est le moment où les chromosomes sont alignés sur la plaque équatoriale, donc c'est-à-dire au milieu de la cellule. Là, on les voit bien parce que sinon, en dehors de ça, même en mitose, ben, c'est un peu compliqué, c'est un peu fouillis. Et du coup, on peut mettre métaphase au lieu de mitose. Alors, sur la métaphase de la mitose, on va dire. Parce que la métaphase, c'est une des phases de la mitose. C'est OK? On continue. Donc le génome nucléaire, qui est compris dans l'ADN, on va avoir la totalité des événements ici qui vont se passer dans le noyau. Réplication, transcription, et pendant cette transcription, vous avez un nucléole qui va être le lieu de transcription des ARN et le noyau qui va disparaître pendant la mitose. Donc ça, ce sont des propriétés, plus que des rôles d'ailleurs, des propriétés du noyau. Réplication, ça vous parle ou pas? Bon, rien que le terme en français, normalement, réplication, je réplique, je fais une copie. D'accord? Transcription. Transcription, est-ce que ça vous parle ou pas du tout, ce terme? Transcription, je vais transcrire le message ADN en ARN, qu'il soit messager ou pas, on verra qu'il y a plusieurs types d'ARN, mais en tout cas en ARN. Ensuite, on nous dit que le nucléole est le lieu de la transcription de 3 ARN sur 4. Pas de souci. Le nucléole, si je reprends, alors j'attends que ceux qui sont en train de noter aient terminé, après je remontrerai. Donc si je reprends, hop là, ce schéma, on voit bien le nucléole ici, d'accord, qui est une zone qui est un peu plus sombre dans le noyau et surtout un peu plus homogène. Là-dedans, on va avoir des protéines, on va avoir des ribosomes, on va avoir de tout pour pouvoir effectuer cette transcription et fabriquer des ARN. Fabriquer des ARN. Tout ce que vous voyez, tout le reste là, c'est de la chromatine. Donc la chromatine, c'est le bagage génétique. C'est l'ADN, mais qui est très 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 décompacté. D'accord? Imaginez-vous, ah bah oui, j'en ai 2-3 dans la classe, c'est bien. Les filles qui ont les cheveux bouclés. Ouais, bah oui, non, mais c'est un bon exemple. Les filles qui ont les cheveux bouclés, je prends le cheveu, je l'étire. Ça, c'est la chromatine. Je le laisse un tout petit peu revenir à la normale, donc il se boucle. C'est ma chromatine avec les histones qui ont permis déjà de le boucler. Et puis plus je le compacte, alors attention, je ne vais pas l'écraser, plus je le compacte, plus j'arrive en fait à la position chromosome. D'accord? Et on verra qu'un chromosome, donc un chromosome habituellement on le représente en X, possède 2 chromatides qui sont chacune des compactions de chromatine. Ouais, on va y venir, au fur et à mesure on va y venir. Mais donc, pour vous dire que le nucléole, qui est donc ce petit lieu ici, qui est bien noté,
permet la transcription de 3 ARN sur 4. Ça, on le reverra encore, mais le noyau disparaît pendant la mitose. C'est le seul moment où on ne voit plus le noyau. C'est pendant la mitose. Je suis en train de fabriquer une deuxième cellule identique à la première. Il y a bien un moment ou un autre, il va falloir que le noyau se scinde finalement en 2 parties pour pouvoir se créer de chaque côté de la cellule, de chaque pôle de la cellule. Et on a des échanges. Peu importe. Oui. On va revenir à la phrase réplication pendant phase S, ça d'accord. Et correction, réparation et erreur de copie. Pendant la réplication, donc la réplication, c'est le fait de copier l'ADN. C'est pendant la mitose. Et à ce moment-là, à partir du moment où j'ouvre l'ADN et que je commence à faire de la copie, et c'est comme tout, c'est-à-dire que je peux avoir des erreurs qui apparaissent dans la copie. D'accord? Et s'il y a des erreurs dans la copie, c'est là qu'on va corriger et réparer. Correction, si. Oui, 6 erreurs, bien sûr. C'est pas forcé. Ouais, c'est pas forcé. C'est toujours 6 erreurs. C'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à ne pas développer de cancer, parce que sinon ça serait compliqué. Il y a très peu d'animaux qui ne développent aucun cancer, et nous n'en faisons pas partie. Il y a un animal que tout le monde peut voir, alors il vit pas trop chez nous, mais c'est une espèce de taupe complètement rose tondu. Ouais. Comment? Ah, c'est pas très beau, non, ça j'avoue, c'est pas très beau. Ouais. Tout rose parce qu'il n'y a pas de poils. Par contre, on ne sait même pas l'âge exact parce qu'on a commencé à les étudier il y a en gros, il y a 70 ans. Le plus vieux qu'on ait pour l'instant, on estime à 80. Et on ne sait pas encore combien de temps ça peut vivre. Et ils ont un système de réparation d'ADN qui est tel qu'ils n'ont jamais de cancer. Donc on les étudie en l'occurrence pour ça, pour voir si ce n'est pas une piste de thérapie génique. Ce qui serait très intéressant. Et on a aussi un autre animal auquel je pense, il y en a plusieurs, mais un autre animal auquel je pense, c'est le tardigrade. Alors celui-là, par contre, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu, c'est pas possible. Tardigrade, c'est... Comment? Ouais, lui, il ne meurt pas, lui. Lui, il est très très fort. Voilà. Le tardigrade, on appelle ça un ourson d'eau. Alors l'ourson, attention, hein. En fait, c'est un tout petit, comme un acarien, si vous voulez, mais vraiment encore plus petit, qui vit dans les gouttes d'eau et qui a la capacité de se mettre en stase, de réparer son ADN très facilement, de se déshydrater complètement s'il y a besoin. On arrive même à les faire vivre dans l'espace. Pendant un certain temps, hein, parce qu'après, au bout d'un moment, ça meurt. Mais pour peu qu'il y ait une goutte d'eau, il revient. Ah, tu as vu le ratop, du coup? Ah, c'est mignon. Ah, ouais, faut voir comment c'est mignon. Hein. Ça, et après, sinon, vous avez des méduses aussi. Il y a des méduses, on ne sait pas quel âge elles ont parce qu'elles reviennent à leur état initial quand il y a besoin. C'est-à-dire qu'elles font leur vie, et puis, d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi pour l'instant, mais elles reviennent à leur état initial, donc elles se posent en fait sur le sol marin, et puis elles attendent comme si c'était des bébés méduses, et elles repartent. Ouais. Oh, il y a des requins qui ont 400 ans, il y a plein de choses comme ça intéressantes dans la nature. Hein. Les requins du Groenland, ça a 400 ans. Ils ont réussi à les trouver quand même. Ils ont réussi quand même à tuer le plus vieil animal connu, qui était, alors je sais plus, il me semble que c'était une espèce de corail ou, enfin, bref. Les scientifiques, en fait, par une erreur de manipulation, ils ont réussi à tuer un être vivant quand même qui avait plus de 1000 ans. C'est un peu couillon, mais c'est comme ça. Comment? Ah non, le dodo... Ah non, mais un être vivant qui avait plus de 1000 ans. Lui, il avait plus de 1000 ans, c'est-à-dire que c'est pas l'espèce. Le dodo, oui, l'espèce, elle a été abattue, malheureusement, déforestation, tout ce qu'on veut. Mais là, c'était vraiment un seul être vivant qui avait plus de 1000 ans. Ouais. Et une erreur de manipulation, au revoir. Après, c'est une espèce marine, et le problème des espèces marines, c'est que si on ne respecte pas la pression, la température, etc., c'est très fragile. Très, très fragile. Ouais, tout ça pour vous dire ça. Le dodo? Oui. Là, ça n'existe plus, ça, malheureusement. Dodo, c'est une espèce de grosse poule avec un gros bec. Voilà. Donc, on va parler un peu des ports nucléaires. On va aller un peu plus dans la précision.
Les ports nucléaires sont des grands complexes protéiques, vous voyez, qui permettent les échanges, mais ça, je pense que tout le monde l'avait. Par contre, important, constitués d'anneaux qui portent en leur centre un transporteur central et des filaments formant une cage. On le voit ici. À connaître. Structure à connaître. Donc vous le voyez, c'est comme un panier finalement, ce qu'on appelle une nasse quand on pêche. Et cette nasse va permettre de filtrer finalement les différents éléments qui peuvent rentrer ou sortir du noyau. Ok ? Et ça, vous voyez, constitué d'anneaux portant en leur centre un transporteur central, il faut que vous l'ayez en tête. Encore si vous n'avez pas les filaments qui forment la cage, pas trop grave. Même si là, vous les voyez bien, d'accord, filaments de la cage. Mais au moins, cette première partie, il faut que vous l'ayez. Il faut la connaître. Ça, c'est... Alors, ici, on a membrane externe, membrane interne, l'espace entre les deux. Et donc là, on est dans le noyau, à l'intérieur. Ils font la jonction entre l'extérieur, donc le cytoplasme, et le nucléoplasme. Et là, on dirait qu'ils ferment en fait de chaque côté l'espace périnucléaire. Alors oui, parce que il est intégré dedans, comme une protéine transmembranaire hein, qu'on a déjà vu. Mais là, pour les besoins du schéma, effectivement, ils les ont fermés. Mais en fait, Mais non, c'est vraiment complet. C'est bon? Donc là, pour le coup, on passe sur du pour information, parce que je ne veux pas non plus que vous ayez trop de choses en tête. Donc on a plusieurs types de molécules qui vont passer en fonction de leur lieu de passage, vous voyez, 1 et 2. Passage passif de petites molécules sur l'extérieur, l'espèce de rayon. Et par contre, passage actif de grosses molécules sur l'aspect central du port. Peu importe, si vous n'avez pas ça en tête, je ne vous en veux pas, d'accord? Il y a écrit pour information, et c'est bien le cas, il faut que ce soit reste pour information. Oui, pas la peine d'écrire. La matrice. Parce que pour comprendre pourquoi il y a ça, quand même on vous met aussi quelques petites notions. La matrice nucléaire, donc il y a la lamina, comme on l'a déjà vu, qui soutient finalement le noyau, et des enzymes. Les fonctions de la matrice, un peu comme on a vu sur le cytosquelette, ça donne sa forme et sa taille au noyau. Je ne veux pas que vous ayez tout le reste en tête. Tout simplement, vous voyez, c'est encore pour information. C'est pas la peine de vous en mettre encore plus. Mais si vous avez, voilà, juste le fait que ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, ça donne juste sa taille et sa forme. Hein. C'est quand même, ça paraît évident, mine de rien. Mais autant dire qu'il faut l'avoir en tête. Alors après, dans la matrice, on a des espaces qui sont plus propices à conserver de la chromatine que d'autres. C'est-à-dire que j'ai des trous parfois dans le noyau. Je vais vous montrer. Hop, là. Là, on a des trous, vous voyez, dans le noyau, ce qu'on appelle l'euchromatine. Et après, vous avez des espaces qui sont un peu plus prononcés, qu'on appelle hétérochromatine. Et en fonction de l'euchromatine ou de l'hétérochromatine, je vais pouvoir observer une activité de transcription puis de traduction en protéines. Ça, c'est juste pour votre compréhension, hein, d'accord? On va pas plus loin. Donc, on en est là. Les pathologies liées à la mutation du gène codant pour la lamina, qui s'appellent les laminopathies. Donc, on a la progéria, malheureusement, c'est un vieillissement accéléré.
Si vous voyez, si vous avez vu Benjamin Button, ben vous le prenez à l'envers. Voilà. Quand vous regardez, c'est un enfant sur 20 millions. Hein. Donc ça veut dire qu'en France, hypothétiquement, il y en a 3. Donc on est 66, 68, d'accord? Hypothétiquement, il y a 3 personnes en France qui ont ça. N'allez pas chercher. Ok? 1 sur 20 millions, c'est extrêmement rare. Déjà, 1 sur 50 000, c'est très rare. Et 1 sur 20 millions, alors vous imaginez même pas. Bref. Passons. Le nucléole. Nucléole qui est cette petite partie dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui permet la synthèse de 3 ARN sur 4. Donc là, c'est tout à savoir. C'est-à-dire, il y en a 1 à 2 par noyau, parce que parfois, quand on a des activités très intenses, il peut y en avoir 2 par noyau pour accélérer le phénomène de transcription. Alors, transcription. Et du coup, on s'oblige à fabriquer plus d'ARN. Donc, c'est composé tout ça d'ADN et d'ARN. Lieu de synthèse de 3 ARN sur 4. Alors, ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais les ARN, en l'occurrence, ARN de transfert et ARN ribosomaux ont 2 sous-unités, d'accord, qui sont produites avec de l'ARN et des protéines. Pendant le cycle cellulaire, tout ça, ça va disparaître. Au moment de la mitose, je n'ai plus de nucléole, tout simplement parce que je n'ai plus besoin de fabriquer de l'ARN. L'activité et la taille vont varier en fonction de l'intensité de la synthèse de protéines dans la cellule, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. C'est aussi pour ça qu'on peut en avoir 1 à 2 par noyau. C'est en fonction de l'activité. Ok? Donc là, tout à connaître. La chromatine. Là, je vais peut-être prendre un tout petit peu plus de temps pour vous expliquer, même si l'illustration est bien choisie ici. Donc la chromatine, c'est, vous le voyez, cette partie-là, c'est-à-dire mon fil. Avant ça, je vais avoir donc des protéines histones et non histones, autour desquelles vont venir s'enrouler l'ADN, que vous avez là. Donc, de l'ADN, elle s'enroule autour des protéines. Hop, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. Une fois que j'ai assez de protéines, je compacte le tout, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est comme un cheveu qui est bouclé. Ça se compacte, ça se compacte, ça se compacte, jusqu'au moment où j'obtiens finalement un filament qu'on appelle la chromatine, qu'on peut voir dans le noyau. Et une fois que j'ai compacté toute ma chromatine, j'obtiens un chromosome. Oui, Sarah. Quoi la différence entre chromatine et chromatine? Chromatide, c'est ça, c'est la moitié du chromosome. D'accord? Ouais, les termes à une lettre près, désolé. Chromatide 2, oui, c'est la moitié du chromosome. Donc tout ça, c'est pour vous montrer l'état de compaction, c'est ce on appelle ça comme ça, l'état de compaction de votre ADN. Ok? À partir de là, on va pouvoir travailler soit en parlant d'ADN, soit de chromatine, soit de chromatide 2 ou de chromosome. D'accord? On aura le choix. On aura le choix. Cette chromatine, elle est visible. Par contre, c'est une certaine compaction qui permet un gain de place. D'accord? Parce que vous voyez qu'un chromosome, ben, mine de rien, si c'est déroulé, c'est assez long. Pour un élément d'une cellule, c'est quand même assez long. On est sur l'ordre du centimètre. Ils sont visibles uniquement lors de la division cellulaire, je vous l'ai dit, en particulier lors de la métaphase. Il est écrit là. Et les gènes ne peuvent s'exprimer que si l'ADN est décompacté. Si je prends de l'ADN ici, pour aller chercher le gène qu'il me faut, s'il faut que j'aille le chercher au fond du chromosome, je ne vais pas y arriver. Il faut que je pousse tout, que j'ouvre tout pour aller chercher ce qu'il me faut. C'est comme vous dans votre placard. Si vous mettez tout dans le placard et que vous vous dites « Oh, il faut que j'aille chercher le truc qui est là-bas entassé, machin », il va falloir tout sortir du placard pour aller récupérer votre vêtement. Ah, c'est la même chose. Là, il faudrait tout sortir du chromosome pour aller chercher une information.
Donc autant aller la chercher alors qu'elle est déjà sous cette forme-là. Ok? Donc ça ne peut s'exprimer que si l'ADN est décompacté. Si et seulement si. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a l'un de vous qui a l'heure? C'est juste pour savoir où j'en suis. 45? Ok. Le chromosome métaphasique, donc là où on est au maximum de la compaction. Oui. Non, juste la diapo d'avant, il faut retenir juste que l'ADN est compacté. L'ADN compacté dans le noyau, donc ça compacté, ok. Habituellement, durant la quasi-totalité de la vie de la cellule, il est compacté sous forme de chromatine. D'accord? Et en fait, il faut avoir en tête que j'ai dans l'ordre de compaction ADN, chromatine, chromatide et chromosome. D'accord? Dans cet ordre-là de compaction. Après, il faut aussi avoir en tête que comment je fais pour la compacter, j'utilise des protéines, histone et non-histone, peu importe que vous ayez le reste des éléments en tête, hein, de toute façon c'est histone, non-histone, qui me servent finalement à former ces boucles qu'on peut voir quand on regarde l'ADN. Parce que là, j'ai déjà une spirale, une double hélice, d'accord? Puis là, je forme encore une hélice, puis je forme encore des hélices, des hélices, des hélices, jusqu'à avoir tout ce que je veux sous forme très très compacte. C'est comme si je prenais un très grand ressort et puis finalement... Si vous me demandez ce que c'est que la chromatine, on dit que c'est un assemblage d'ADN. Enfin, c'est un état de compaction de l'ADN grâce à des protéines histone et non-histone. C'est un état de compaction de l'ADN. Est-ce que du coup c'est OK, Roman? Donc on revient là. Le chromosome métaphasique, qui est la compaction max de la chromatine. On a deux chromatides identiques qui sont réunies au niveau de ce qu'on appelle un centromère. À savoir, là aussi la diapo elle est à connaître. Aux extrémités de chaque chromatide, vous avez ce qu'on appelle des télomères, qui sont vraiment aux deux extrémités, d'accord? C'est pas juste à une extrémité comme le montre, comme le montre le schéma. Et en plus de ça, vous avez un chromosome qui est constitué d'un bras long et d'un bras court. Ça n'a pas coulé. Ça n'a pas coulé. Donc ça, il faut le savoir. Quand on a le fuseau mitotique qui apparaît, donc les microtubules vont venir s'accrocher au niveau du centromère pour venir séparer les deux chromatides. D'accord? Ça, c'est lors de la mitose. Vous pouvez vous demander de pourquoi on vous montre un peu tout ça. Ben, tout simplement parce qu'on sait que les télomères, plus ils sont longs, alors c'est encore à l'état hypothétique parce qu'on est quand même très très jeune en matière de recherche génomique, mais les télomères, plus ils sont longs, plus hypothétiquement on peut vivre vieux. Donc il y a des personnes qui essaient de rallonger leurs télomères artificiellement. Grand bien leur en face, hein, s'ils veulent essayer de vivre plus longtemps. Oui, Juliette. Ah, non, les télomères, c'est les extrémités. C'est vraiment des portions sur les extrémités, que ce soit bras long ou bras court. Ouais. Et après, pourquoi on vous apprend qu'il y a un bras court et un bras long? Alors pourquoi on vous apprend ça? Parce qu'il y a des pathologies génétiques. Pour pouvoir les situer sur le génome, on va utiliser ce niveau de compaction et on va dire qu'il se situe sur le bras court ou le bras long de tel chromosome.
Et on peut même aller un peu plus loin, alors c'est pas pour nous forcément, mais pour les médecins ou en tout cas les généticiens, on va dire que c'est dans telle zone du bras court ou telle zone du bras long. D'accord? Et ça c'est intéressant parce que si un jour vous avez une personne, une maman ou que sais-je qui fait face à une pathologie génétique pour son enfant, vous allez pouvoir lui dire, ah ok, si elle vous montre le résultat de l'analyse génétique, vous allez dire, ok, je comprends, je vous vois au moins comment c'est fichu. Parce qu'on va vous dire que c'est peut-être, je sais pas, une délétion, donc c'est-à-dire que j'ai plus le bras court d'un certain chromosome. Là, vous allez vous dire, ah, ok, donc bras court, c'est bon, ça me parle. Quel chromosome? Bon, ben vous, à la limite, peu importe, hein, vous savez pas trop, on va pas chercher à quoi servent chaque chromosome, enfin, à quoi, ce que code, pardon, chaque chromosome, mais au moins vous aurez en tête ça. Parce que vous allez en avoir, hein, des mamans qui vont arriver ou des enfants qui vont arriver avec des questions sur tel ou tel patho. Hein. Alors, il vaut mieux pour vous, quand même, et pour moi aussi, hein, quand ils arrivent, qu'ils aient un document, parce que je suis pas Dieu le Père, hein, je connais pas tout. Hein, d'accord? Par contre, je sais analyser un document. Et vous aussi, il faut que vous soyez à même de réussir à analyser un document. D'accord? Parce que ça, on va jamais vous demander d'analyser vous-même un cariotype, c'est pas possible. Ok? Ouais, le schéma, c'est bien à connaître. C'est pas pour autant qu'on va vous planter un schéma comme ça en mode donnez-moi un centromère, une chromatine, etc. Mais au moins pour le comprendre. Oui, Sophia. Alors, chromatine, non. Chromatine, en fait, tu en as de partout. Chromatine, c'est l'intégralité de ce que tu as. Alors, je reviens juste un peu. C'est l'intégralité de ceux qui composent les chromosomes. Sauf que, à ce moment-là, quand on parle de chromatine, c'est qu'on a tout défait. D'accord? Ça, c'est la pelote de laine. Et en fait, je tire. D'accord? Allez, après, on fait 5 minutes de pause. Mine de rien. Le chapitre du noyau, il était pas trop compliqué, mais là, c'est compliqué. Oui, Annabelle. Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous hyper de dernière minute. Ah, Et qu'on peut lui mettre ça dans le tiroir. d'accord. Pas de souci, je le mettrai. Vas-y, j'ai encore un tiroir. Je suis en train de me dire, j'ai pas de tiroir. Bon, écoute, c'est pas grave. De toute façon, je le mettrai. Ah, si, je vais le mettre là, dans le placard. Il fait pas bon vieillir quand on a joué au rugby. Tu lui dis tiroir, enfin placard de gauche. Qu'elle ne le cherche pas pendant trop longtemps.